Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, inauguration officielle du nouveau tomodensitomètre au C3S du Rocher-Percé. Alors, quelle est la différence entre celui qu'on avait avant et celui qu'on a aujourd'hui? Avant, on avait 4 barrettes. Maintenant, on a 128. Ce qui veut dire qu'on a accéléré notre temps d'exposition pour faire des examens. Donc, on diminue la dose de radiation de cette façon. Et puis, on peut faire de nouveaux examens comme des coronarographies. On rencontre les deux personnes derrière la production et la réalisation du documentaire À l'ombre du rocher. Puis on s'est aperçu que c'était une prison assez spéciale, différente des autres. Puis on a appris qu'elle était unique au monde, en fait. Puis on s'est dit, quel beau sujet de documentaire. Monsieur Jacques Langelier discute avec nous des services offerts au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. On fait beaucoup de campagnes de financement. Toutes les causes sont bonnes. On est sollicité beaucoup. Les gens de la MRC Rocher-Percé sont des gens extrêmement généreux. On rencontre Monsieur Serge Soucy, coordonnateur de la Fondation du C3S du Rocher-Percé. C'est un événement là, qui veut un événement festif et aussi caritatif. Qui va nous permettre aux gens de découvrir la qualité des produits qu'on brasse chez nous ou qu'on produit chez nous. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Gauvier. Au cours de mes recherches sur Internet, parfois je tombe sur des œuvres d'art et c'est assez impressionnant. Tu te dis, mon Dieu, il y a les formes d'art les plus courantes, la peinture, etc. Mais il y a des artistes qui innovent par leur originalité. Je pense que ça vaut la peine de montrer ce qu'ils font. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, le 4 novembre dernier, le C3S du Rocher-Percé inaugurait son nouveau tomodensitomètre. La mise en service du nouvel appareil de haute technologie a débuté le 29 septembre dernier et les formations auprès du personnel sont à présent complétées. Écoutons Mme Chantal Duguay, directrice du C3S du Rocher-Percé. Comme vous pouvez le constater, ce matin, c'est encore pour nous un beau signal qu'on lance à la population que le C3S Rocher-Percé est vraiment sur une belle lancée, une lancée pour continuer d'offrir des services de qualité à la population. Un nouveau tomodensitomètre scan, qu'on appelle communément. C'est sûr qu'on en a déjà eu un en 2001, mais en 2014, c'est une autre réalité et le Dr Blouin va vous en expliquer les spécificités tantôt. C'est pas facile d'aller chercher des budgets pour des équipements spécialisés de nos jours et ça prend beaucoup de travail. D'abord, il faut avoir les budgets, donc c'est un montage financier. Le montage financier qu'on a réussi à aller chercher, eh bien, finalement, on a pu aller chercher 300 000 du ministère, 150 000 de l'agence, 300 000 du Rocher-Percé, 200 000 de notre fondation du C3S. En particulier, dans ce 200 000-là, on parle de 64 000 qui ont été donnés par le Club Lyon au niveau national. Hein. Merci beaucoup aux Lions qui sont ici ce matin pour les représenter. Puis comme d'habitude, aujourd'hui, je vais me faire le porte-parole de tout le C3S et de la population pour remercier les gens qui ont travaillé sur ce merveilleux dossier. Dans un premier temps, du fond du cœur, je voudrais dire merci à l'artisan, à l'artiste de ce dossier qui est Dr Blouin. Merci, Dr Blouin. J'en profiterai pour dire que nous avons chez nous une richesse d'avoir un radiologiste de la compétence, de la disponibilité, de la générosité de Dr Blouin. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais il faut que je le dise parce qu'on l'aime, puis qu'on l'apprécie, puis qu'on est content qu'il est avec nous autres. Merci beaucoup, Dr Blouin. Je voudrais remercier Mme Marlene Cyr et son équipe. Marlene qui fait des miracles avec ses crayons ou avec son argent ou avec l'argent qu'elle n'a pas. Mais je vous dis, elle fait des miracles. Merci Marlene, merci Aris Cloutier qui nous a supportés dans tous les travaux. Je ne sais pas comment il fait pour tout nous endurer, mais il réussit. Merci beaucoup Aris. Merci Anne Soucy, responsable de l'informatique. Merci Anne. Avec tes tours de magie, on réussit également à avoir je dirais, la lumière au bout du tunnel avec tous les systèmes informatiques qui nous sont parachutés. Je voudrais remercier également Jean Saint-Pierre qui travaille sur le dossier depuis le début avec Mme Cyr et le Dr Blouin. Remercier M. Jason Morin qui vient de se joindre à notre équipe, un jeune cadre à la relève qui s'investit, qui était là au cours de l'été, qui a participé aux travaux. Merci beaucoup à Jason. Et comment ne pas remercier le personnel de la radiologie,
qui ont supporté les travaux, puis finalement cet été, qui ont dû travailler avec un appareil mobile. C'est pas facile, mais vous avez continué de donner des services à la clientèle. Il n'y a pas eu de rupture de service. C'est ça le principal. On vous lève notre chapeau. Merci beaucoup. Merci à l'agence, la docteure Yolène Galarneau qui a assurément dit oui au dossier, sinon ça ne passait pas la barre. À Mme Louise Roy de l'agence également qui a assuré nos liens avec le ministère, une personne qui croit au C3S Rocher-Percé qui nous représente de façon excellente au niveau du ministère pour tous nos dossiers. Un merci spécial à notre fondation du C3S Rocher-Percé pour le 200 000 $. Allez chercher 200 000 $ dans notre milieu avec toute la situation sociale et économique qu'on connaît. C'est tout je vous dirais, c'est tout un défi. Donc, ça prend bien sûr des généreux donateurs, des gens qui donnent, et ça prend aussi des gens qui donnent de leur temps. Puis, dans ce contexte-là, je voudrais souligner le temps que M. Berger donne comme bénévole comme président du CA de la Fondation. Merci beaucoup, M. Berger. Merci. Merci également. Merci à M. Serge Soucy et à Mme Lynne Morin, nos deux personnes qui sont nos permanentes au bureau de la Fondation, qui sont toujours là pour recevoir les gens, qui sont là pour animer le milieu puis faire en sorte que les activités se tiennent. Merci beaucoup, Serge, et merci, Aline. Je tiens à souligner le support des membres du CA du C3S Rocher-Percé et vous confirmer une fois de plus que le C3S Rocher-Percé est fier de cette belle réalisation-là. Et soyez assurés que ce n'est pas la loi 10 qui va faire en sorte que Rocher-Percé ne continuera pas sur sa belle lancée. Merci beaucoup. Écoutons maintenant le radiologiste M. Gilles Blouin qui nous résume les particularités de ce nouveau tomodensitomètre scan dans le langage populaire. Alors, quelle est la différence entre celui qu'on avait avant et celui qu'on a aujourd'hui? Avant, on avait 4 barrettes. Il y en a une à Québec aussi, une barrette. Oui. Puis maintenant, on a 928. Ce qui veut dire qu'on a accéléré notre temps d'exposition pour faire des examens. Donc, on diminue la dose de radiation de cette façon. Et puis, on peut faire de nouveaux examens comme des coronarographies. Le 12 septembre dernier, j'ai eu le plaisir de rencontrer Guy Bonneau, réalisateur et producteur, ainsi que Martine Fortin, co-réalisatrice et coproductrice du documentaire « À l'ombre du rocher ». Le documentaire était présenté à la vieille usine de Lens-à-Beaufils. Ils nous expliquent ensemble comment ce projet a vu le jour. Quand on est arrivé dans la région de Percé, on a tout de suite... en fait, on est arrivé, comme vous le dites, au moment où la prison ouvrait. Puis on s'est aperçu que c'était une prison assez spéciale, différente des autres. Puis on a appris qu'elle était unique au monde, en fait. Puis on s'est dit, quel beau sujet de documentaire. Parce qu'on s'est aperçu en même temps que pas beaucoup de monde connaissait la prison, qu'est-ce qui se passait là, que ça soit ici, dans la Gaspésie ou dans nos familles ailleurs au Québec. Fait qu'on s'est dit, faut que les Québécois connaissent ça, faut que ça soit su, il faut qu'on fasse un film avec ça. Il faut le dire aussi, le projet avait quand même été accueilli assez difficilement par la population en général. Ça devait du même coup éveiller un peu votre envie d'informer les gens de façon convenable sur le sujet. Absolument. Pas dans mon cas. Je ne veux pas te contredire, mais moi, c'était vraiment le sujet de la prison. Le reste, pour moi, c'était détail, le bruit que ça avait fait, les gens qui étaient d'accord ou pas. Pour moi, c'était un détail. C'était vraiment le sujet lui-même parce que on a toujours traité, souvent traité dans notre démarche artistique de problèmes reliés à l'inceste ou aux enfants qui auraient été victimes de mauvais traitements. Alors, ça faisait juste s'inscrire dans la recherche de façon très saine, très naturelle. À quoi doit s'attendre la population dans allant voir ce film? Est-ce que c'est un film à caractère informatif essentiellement? C'est très informatif.
on ne peut pas s'attendre à avoir des potins ou des détails croustillants sur ce qu'ont fait les détenus, parce que c'était pas le but du film. Donc, déplacez-vous pas pour ça, parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment informatif sur la façon que le projet a été monté, l'historique de la prison, sur comment fonctionne la prison, qui est une prison qui est identique au niveau sécuritaire aux autres prisons du Québec. Et ensuite, on va vers la thérapie, qui est vraiment un petit peu plus pointue que le reste, parce qu'on voulait vraiment pouvoir informer les gens de petits détails qui font une grosse différence sur comment les détenus peuvent vivre la thérapie. Ça nous aide à comprendre aussi ce par quoi ils doivent passer, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont fait comme dommage autour d'eux. Et bon, il y a une conclusion, mais il y a aussi une parallèle tout au long du film, parce qu'habituellement, bon, on parle beaucoup des victimes d'agressions sexuelles. Il faut en parler, mais on oublie les victimes indirectes et la famille de ces victimes-là. Donc, on s'est permis dans le film de faire une parallèle avec justement un témoignage d'une victime indirecte qui est la co-réalisatrice du film. Donc, on retrouve justement des témoignages de victimes et j'imagine de certains intervenants qui travaillent directement sur le site. Bien, le film est composé d'interviews avec la direction de la prison, avec des employés de la prison, avec des détenus aussi. Donc, on entend et on des témoignages de détenus. Mais une victime qui témoigne, et c'est Martine. Ah, donc, vous avez été victime indirecte. Indirecte, oui. Quelqu'un de proche de vous? Ma mère, oui. Ah oui. Ouais. Donc, est-ce que ça a été un peu initiateur de vous amener à réaliser un tel projet? Pas ça. Ce qui a été initiateur, c'est toute la recherche artistique qui me suit depuis quelques décennies déjà. Ça s'inscrivait directement dans la lignée. Alors, c'est pas ce projet-là qui est venu éveiller ça ou chercher ça. C'est plutôt la continuité de mon travail. C'est pas un projet en tant que tel qui est là aussi pour, disons, défendre la viabilité d'un tel établissement dans la région. C'est vraiment nous informer sur ce qui se passe à l'intérieur et puis voir d'un œil différent les différentes réalités qu'on peut vivre, tant au niveau de celui qui bénéficie du service que ceux qui ont encore des gens qui vivent là. Oui, parce que c'est un projet que je considère immense. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement humanitaire, d'enrichissant. Je pense qu'on a besoin de ces projets-là. Et plus il y en aura, je pense, plus les gens pourront se réhabiliter et plus on aura une chance d'avoir une société meilleure. Et ça fait déjà des petits. Quand on a fait le tournage, le projet était le seul au monde de ce style-là. Mais on a su il y a quelques semaines que pendant le tournage, d'ailleurs, on avait rencontré des Français et des Italiens qui étaient venus voir pour voir un peu, tâter le terrain, voir comment ça se passait ici, comment était structuré le projet, tout ça. Et finalement, on a appris il y a quelques semaines qu'ils ont donné naissance à leur prison et aussi en délinquance sexuelle. Ouais. À Rome, en fait. C'est à Rome qui vient juste d'ouvrir une prison pareille comme celle-là à Percé. Et ce qui est intéressant, c'est la fierté qu'on peut dégager de ça, du fait que c'est né en Gaspésie, ce projet-là. C'est une initiative gaspésienne. Puis maintenant, ça commence à faire des petits dans le monde. Si je vous demandais quel a été le plus grand défi pour la réalisation de ce tournage-là? C'est surtout le fait qu'on ne tourne pas comme on veut et ce qu'on veut dans une prison. Là, il faut avoir des permissions. Il a fallu demander la permission du ministère de la Sécurité publique. Et à chaque fois qu'on veut tourner dans un endroit à la prison, il faut demander des permissions. Donc, le plus difficile, c'est ça, parce qu'il faut respecter leur travail. Il faut s'assurer qu'on ne dérange pas leur quotidien puis qu'ils puissent faire leur travail adéquatement. C'est bien fin d'informer les gens, mais en même temps, il faut que faut pas que le tournage vienne déranger le travail qu'ils font là, parce que c'est quand même un travail intensif qu'ils font à cette prison-là, qui dure 6 mois. Donc, c'est important que ça soit bien fait puis que ça soit pas interrompu de n'importe quelle façon. C'est là qu'a été la difficulté d'être très discret, de réussir à passer le plus inaperçu possible et faire partie des meubles. Puis à essayer de faire partie des meubles. Oui. Mais il y a
a une autre chose que j'ai trouvée extrêmement difficile, ça a été la première rencontre. Parce que, étant donné que moi, il y a eu de l'agression dans ma famille et que j'ai été marquée, extrêmement marquée par ça, c'était la première rencontre avec les détenus qui a été difficile parce que je m'attendais à voir des gens qui avaient presque décrit dans le front agresseurs sexuels et des gens que je voyais méchants, sans qualité, sans bonté, sans rien de beau, en fait. Et quand je les ai vus, ouf, j'ai fait le saut parce que, je veux dire, on peut pas reconnaître un agresseur sexuel en le voyant comme ça. C'est des hommes qui ressemblaient à n'importe qui, à mon beau-frère ou à mon ami. Alors, ça a été difficile pour moi. J'étais très nerveuse avant de les rencontrer. J'avais des préjugés. Et heureusement, ça a tombé. Et j'ai vraiment rencontré dans ces hommes-là des gens qui auraient pu être mon ami. Franchement, là, des gens qui ont du cœur. Bon, ça excuse pas le comportement qu'ils ont eu, sauf qu'il y a quand même des qualités chez ces gens-là. Donc, cette expérience-là a changé votre perception des agresseurs? Ma perception, oui. Touché de près, là. Ma perception, et pas juste ma perception, ça a changé énormément de choses dans mon cas parce que j'ai toujours détesté mon grand-père pour ce qu'il avait fait à ma mère, sans savoir ce qu'il lui avait fait, parce que je ne l'ai jamais vu, mon grand-père, il est décédé avant que je vienne au monde, mais je l'ai profondément détesté. Et pour moi, l'expérience que j'ai eue avec ces hommes-là, dans cet établissement-là, a fait en sorte que j'ai pu lui pardonner, même si je ne l'ai jamais vu, même si ça fait des années qu'il est décédé. J'ai pu lui pardonner, j'ai pu accepter plus facilement mon passé comme ça. Fait qu'effectivement, je peux dire grand-papa maintenant, alors qu'avant, c'était le père de ma mère. Je mettais une distance entre lui et moi, alors que là, il y a vraiment un cheminement qui s'est fait. Est-ce que vous ressentez que ce genre d'établissement-là peut faire changer les choses pour ces agresseurs-là, que c'est quelque chose de positif pour la société québécoise? Oui, c'est clair. Parce que nous, on les a suivis parce que le tournage s'est échelonné sur peut-être une dizaine de mois, presque un an. Et on en a vu à l'arrivée et au départ. Et c'est incroyable. Moi, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'ils récidiveront jamais. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Mais ils ont les outils et je peux vous dire que les hommes sortent de là transformés. Ça, c'est clair. L'atmosphère du film, est-ce qu'on ressent comment ça se vit en prison ou ça va plus vers l'interprétation que vous avez décidé, vous, d'en faire là, de ce projet-là? Lorsqu'on regarde un film, souvent, ça va créer une certaine atmosphère. À quel genre d'atmosphère on doit s'attendre? Bien, comme on ne peut pas filmer tout ce qu'on veut dans une prison, vous allez voir dans le film qu'il y a beaucoup d'entrevues. Donc, entrevues, plan poitrine avec des personnes, des intervenants. On a quand même, vous allez voir qu'il y a quand même des images sur le quotidien de la prison. Fait que ça nous permet de voir que non, l'atmosphère est très légère dans le fond parce qu'on voit que c'est pour réussir à faire une thérapie à des gens comme ça qui sont habituellement, disons, ostracisés là, dans le milieu carcéral. Là, ils sont l'équipe, que ce soit l'équipe de santé ou l'équipe carcérale là-bas, travaille très fort pour créer une ambiance favorable à la thérapie. C'est bien important, sinon ce serait impossible de faire une thérapie. Sinon, ça se ressent bien dans le film, là, ça. Il faut bien comprendre aussi que ces gens-là sont là de façon volontaire. Hein? Je crois que c'est à la base de pouvoir aller vers une guérison. Est-ce qu'on peut appeler ça une guérison? Non, parce que c'est pas une maladie. Agresser quelqu'un, c'est pas une maladie, c'est un comportement, c'est un geste qui est posé. Oui, c'est pas du tout une maladie. D'ailleurs, on entend souvent une prison-hôpital. C'est pas une prison-hôpital parce qu'ils n'arrivent pas là avec un diagnostic de maladie mentale. Non, c'est vraiment une prison, comme dans tous les autres établissements du Québec, une prison standard. Et ces hommes-là vont là pour tenter de changer un comportement et de trouver les outils nécessaires pour ça. Ils peuvent déplacer les détenus d'une prison à l'autre à leur goût, selon ce qu'ils jugent qui est nécessaire. Par contre, comme
une thérapie, ça peut pas se faire sans être volontaire. Bien là, évidemment, ils sont obligés d'essayer d'aller chercher l'approbation du détenu, essayer de l'encourager, de montrer les bienfaits qu'il va aller chercher là pour qu'il ait le goût de rester et la faire, la thérapie. Puis, ils réussissent assez bien parce que je pense qu'ils réussissent à garder un bon 90 % là, des détenus qui viennent à Percé. Ils sont très rares ceux qui repartent parce qu'ils voient très vite les avantages qu'ils ont à être là. Puis, c'est important parce que, comme vous le disiez, on ne peut pas réussir à faire une thérapie si on n'est pas volontaire. Donc, ils ont le droit des années de force là, mais ils ne peuvent pas les contraindre à faire la thérapie. Donc, ils essaient de les convaincre à rester faire la thérapie. Puis, leurs méthodes sont très bonnes. Ils réussissent Oui, ils ont 6 semaines d'ailleurs pour s'adapter, voir comment ça se passe, prendre conscience du cheminement qu'ils auront à faire. Et dans ces 6 semaines-là, le détenu a à décider s'il reste ou pas. Et l'établissement de Percé aussi a l'autorité de décider s'ils veulent les garder ou pas. Parce que si le détenu donne des signes de quelqu'un qui joue un jeu puis qui veut pas vraiment faire la thérapie, puis les thérapeutes détectent ça, ils vont le renvoyer dans sa prison d'origine là, parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec quelqu'un qui ne veut pas vraiment là, faire la thérapie. Est-ce qu'on peut dire, et je le mets entre guillemets, que ça a été un peu une thérapie pour vous? Non, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça parce que pour avoir déjà fait une thérapie, la thérapie, c'est plus intense, c'est plus profond. Mais je dirais que c'est venu changer des choses dans ma manière de penser, dans ma perception par rapport à mon grand-père et par rapport à mon environnement familial et par rapport à qui je suis aussi. C'est des prises de conscience, mais je dirais pas que c'est jusqu'à faire une thérapie. Pour moi, ce serait en mettre beaucoup sur ce que je viens de vivre. Ça m'a apporté beaucoup, oui, mais c'est pas le même genre de... Moi, j'aimerais ça ajouter que ça nous ouvre beaucoup, ça nous a ouvert beaucoup les yeux, en tout cas moi, sur le fait que ces gens-là, c'est avant tout des êtres humains. Évidemment, ils ont fait des actes là, qui sont répréhensibles et qu'on ne veut pas avoir dans notre société, mais ça reste des êtres humains. Puis quand on les rencontre, qu'on jase avec eux, on s'aperçoit que c'est des êtres humains qui sont blessés souvent par la vie, qui ont été blessés par la vie, ou qui manquent d'outillage là, pour réussir à vivre dans une société qui est quand même assez complexe au niveau de relationnel. Puis, on s'aperçoit que souvent, c'est ça leur gros problème. Leur gros problème, c'est un problème relationnel. Qui, là, et à la prison de Percé, ils viennent chercher les outils que ça leur prend pour être capable de vivre comme tout le monde et d'être capable de communiquer avec les autres, puis être capable de vivre une vie normale. Puis, il faut pas oublier que ces hommes-là, avant tout, sont victimes aussi. Quand on a fait la recherche du film, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un de ces hommes-là qui n'avait pas eu une enfance difficile. Ils ont vécu de l'agression. C'est pas nécessairement de l'agression physique ou de l'agression sexuelle, mais il y a plusieurs sortes d'agressions qui existent, de l'agression verbale, de l'agression psychologique, de la manipulation. Et ces hommes-là ont tous été victimes de ça. Ça veut pas dire que quand on est victime de ça, il faut reproduire nécessairement un comportement malsain, mais il y a tellement de facteurs qu'on peut pas contrôler et la fragilité de l'enfant fait que ça peut mener à des gros problèmes. Il y a des détenus qui nous ont avoué qu'ils ne se rendaient pas compte que le problème partait de lorsqu'ils avaient 5 ou 7 ans. Et que là, ils ont joué un pattern toute leur vie qui les a amenés à poser le geste, mais c'était entretenu tout le temps pendant ces années-là. Mais à la base, c'était parti de leur enfance. C'était facile de réaliser les entrevues avec eux? Oui, assez facile. C'est déjà... Bien, premièrement... ils étaient prêts à le faire. Ils étaient prêts à le faire. Ceux qui ont accepté de le faire voulaient le faire. Ils voulaient le faire parce qu'ils étaient conscients de tout ce que ça leur apportait d'être à la prison de Percé. Puis je pense qu'il y avait vraiment un besoin, eux aussi, de partager ça avec le reste de la population pour que d'autres personnes puissent en profiter aussi. Parce qu'il faut dire que c'est tellement pas connu encore là, qu'il y a même des gens dans le milieu
judiciaires, là, comme des avocats ou des juges, qui ne savent même pas qu'ils peuvent envoyer des détenus ici à Percé. Là. Fait que c'est pour dire à quel point ça a besoin d'être connu, puis qu'on espère que notre film va faire la job de faire connaître ça. Mais comment les gens vous approchent après le film? Quel genre de message ils vous donnent de leur expérience personnelle suite au visionnement? Bien, ça m'a surpris beaucoup parce qu'il y a des gens qui... Ben non, ça m'a pas vraiment surpris. Dans le fond, il y a des gens qui étaient étonnés de voir que ça allait toucher d'autres générations que la génération de la personne qui était agressée. On parlait de victimes indirectes. Il y a des gens qui m'ont avoué devant toute une salle pleine qu'ils ne savaient pas que ça allait aussi loin que ça. Mais oui, ça fait énormément de dommages. Le film a été bien accueilli. Moi, il y a quelques dames qui sont venues pleurer après la représentation. À Montréal, il était présenté, il avait été sélectionné au Festival des films du monde. On a été projeté 3 fois, la même chose. Même la personne qui m'a touchée le plus, ça a été un projectionniste qui est descendu de son petit coqueron après la présentation, tout ému, pour me dire qu'il n'avait pas été capable de travailler pendant la présentation du film parce qu'il était trop absorbé par mon film qui projetait. Alors, c'était un jeune homme, tu sais, c'est quelqu'un de très mode, très... Alors ça m'a touchée beaucoup, tu sais. Je me dis, bon, des femmes, c'est peut-être plus normal, on est braillard. Boules d'émotion. Des boules d'émotion, oui. On se cache pas non plus. Oui, c'est parce c'est qu'on bien. le cachait bien. Mais moi, ça m'a vraiment touchée. Oui, puis c'est bien accueilli. On a eu une ovation d'ailleurs ici qui n'a pas été aussi longue que celle de Mommy à Cannes. Mais c'est pas grave, ça. Donc, à la télévision communautaire de Grande-Rivière et certaines télés de la Gaspésie, on va peut-être avoir le privilège, après que le film va avoir fait un peu de chemin, d'avoir le privilège de pouvoir le diffuser. Parce que là, les gens nous écoutent à la maison, puis j'imagine, et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le voir dans les différentes représentations locales, c'est un film qui va être projeté à moyen terme, long terme, sur les réseaux de télévision communautaire. Oui, sûrement. Là, moi, je dis d'ici quelques mois, là, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Puis, ouais, le temps que ça va prendre. Puis ensuite, bien évidemment, nous, on veut que ce soit présenté premièrement dans les télévisions communautaires de la région pour que les Gaspésiens en profitent avant tout le monde. Puis, oui. Puis ensuite, bien évidemment, on vise la télévision nationale, Radio-Canada ou Télé-Québec ou dans un futur assez proche, on espère. Mais il faut quand même laisser le temps au film de faire sa vie de festival. Donc ça peut aller jusqu'à 1 an là, de temps avant que le film ait fait le tour du monde avec les festivals. Et en terminant, pour ceux qui n'ont pas vu le film, quel message vous auriez à leur lancer? Venez le voir. Oui, il faut le voir. Ben là, parce que le commentaire qui m'est revenu le plus souvent, à part que le fait que le film est très touchant et très sensible, c'est qu'il faut que ce film-là soit vu. Ça, dans toutes les projections, il y a beaucoup de personnes qui me sont revenues avec ça, qu'il fallait absolument que ce film-là soit vu, que c'était important, que ça aidait la société. Alors, on espère qu'on fait notre petite part pour la société. Je vous remercie infiniment. Mais merci à vous. C'était un grand plaisir. Bien, mesdames, messieurs, à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici, cette semaine, nous recevons M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça continue de très bien aller. Alors, notre première rencontre 2014-2015. Oui, pas la dernière, mais la première. Non, la première d'une série de plusieurs. D'une série. Toujours ayant derrière la tête de bien informer les gens sur l'ensemble des services qui sont offerts. Puis des nouveautés qui s'installent de temps en temps aussi. Oui, c'est bien de faire le point. Ouais. Donc, nous allons débuter avec l'activité de financement Centraide, dont vous êtes le porte-parole, si j'ai bien compris. Je suis le porte-parole des organismes participants. Je vais faire mention tantôt des organismes qui participent justement à cette activité-là. On fait ça chaque année. Si tu te rappelles bien, au début, il y a de cela plusieurs années, on avait ce qu'on appelle la pizza. La pizza Centraide. Mais pour toutes sortes de raisons, il a fallu qu'on abandonne ce produit-là. Donc, on s'est tourné vers un pot de confiture.
Et on avait comme une certaine hésitation à savoir quel produit on va adopter. Mais comme on savait que c'est une activité de financement, c'est vraiment l'occasion, l'objectif, c'est de donner. Alors, on s'est tourné vers un pot de confiture qui a très, très bien fonctionné. Alors, cette année, on récidive avec ça. Ça veut dire que les 6 organismes participants ont 120 pots de confiture chacun à vendre. C'est 10 $ du pot. Et je vous dirais que notre clientèle est tellement fidèle que dès le mois de septembre, les gens appellent. Avez-vous eu votre confiture? Avez-vous eu votre confiture? Donc, d'emblée, je veux dire, les acheteurs sont là. Puis, c'est toujours dans le but de faire une contribution. C'est sûr, j'achète un petit pot de confiture, je le paye 10 $. Mais au moins, il y a un produit. Mais le but, dans le fond, c'est de faire, d'aller chercher du financement. Donc, c'est faire la promotion de Centraide aussi. Et puis, c'est toujours un produit local, si je ne me trompe Oui, pas. Oui, c'est... mon Dieu, Confiserie de l'Abeille, non? Confiserie de l'Abeille, je ne sais pas si c'est Confiserie de l'Abeille, ça ressemble à ça. Okay. C'est à New Richmond. Puis à ce moment-là, je veux dire, le produit fonctionne très bien. Les gens, c'est des confitures de fraises uniquement, mais les gens achètent très, très bien là-dedans. Est-ce qu'il y a un thème particulier pour cette année? Le thème de cette année, c'est le même que l'année passée. J'ai le cœur à la bonne place. Bon. Puis évidemment, c'est très approprié parce que les gens ont le cœur à la bonne place. Puis moi, je dis souvent que dans la MRC Rocher-Percé, comme ailleurs, j'imagine, on fait beaucoup de campagnes de financement. Toutes les causes sont bonnes. On est sollicité beaucoup. Ouais. Et au niveau du Centre d'action bénévole, je dois dire que ça ne se dément pas. Même que tantôt, on va parler de notre 30e, là, on ne se dément pas. La générosité est toujours là. Les gens de la MRC Rocher-Percé sont des gens extrêmement généreux. Puis au niveau de l'activité de financement comme telle, il est important aussi de dire qu'en même temps, on fait la promotion de Centraide. Parce que le but n'est pas juste d'aller chercher les financements, mais de dire que Centraide, là, c'est un bailleur de fonds important. Centraide, lui, va nous donner des argents pour chacun de nos missions. Je ne peux pas parler de la mission des autres parce que ça serait trop long. Comme nous autres, c'est du dépannage alimentaire en fin de mois. Alors, si ce n'était de Centraide, on ne pourrait pas réussir à atteindre nos objectifs. Puis il faut dire une chose, les gens disent « Oui, mais vous êtes financé par Centraide. » Oui, mais Centraide, c'est qui? C'est toi puis c'est moi. C'est monsieur, madame, tout le monde encore qui vont donner de l'argent à Centraide. Puis Centraide, si on récolte, je ne sais pas, on va dire 7 000 à 8 000 dans la MRC Rocher-Percé, ce montant-là est remis à Centraide, mais il est bonifié au niveau de chacun des organismes. Ça veut dire que moi, ma mission, c'est peut-être d'aider les personnes en fin de mois au niveau de la nourriture. J'ai besoin peut-être de 16 000 à 17 000 pour arriver à atteindre cet objectif-là. À ce moment-là, selon les critères de sélection, Centraide va analyser le dossier. À ce moment-là, va nous donner le financement souhaité. Donc, on peut dire que c'est une activité qui a beaucoup de succès. Oui. Et on doit le dire, pas mal l'ensemble des pots de confiture ont été oui. Au moment où on se parle, là, c'est... Objectif accompli. Objectif atteint. Merveilleux. Oui. Maintenant, en ce qui concerne le recrutement de bénévoles, on le sait, au niveau du Centre Action bénévole, le nom le dit, c'est une équipe de bénévoles, c'est très important. Et c'est toujours, et ça demeure toujours, une certaine valeur, concept famille, comme on dit. Oui, absolument. Je veux dire, l'équipe du Centre d'Action bénévole, on dit l'équipe du Centre d'Action bénévole, c'est vraiment des liens qui se tissent à travers les bénévoles de chaque paroisse. Tout à fait. Puis j'ai ramené le recrutement de bénévoles, c'est sûr pour dire aux gens que même si on a une équipe qui répond très bien au service, on a toujours besoin. Premièrement, c'est pour permettre la rotation, pour pas faire en sorte que ce soit toujours les mêmes qui sont sur le terrain. Donc, faire acquérir à d'autres personnes l'expérience bénévole. Puis chez nous, c'est sûr qu'il faut dire une chose, c'est le bénévole, lui, fait toujours ce qu'il veut, quand il veut. Donc, un grand respect là-dedans. On compte pas le nombre de fois. La fois que tu le fais, c'est sûr que ça rend service. Donc, c'est dans ce sens-là. La deuxième chose que j'aimerais apporter, on parle souvent de recrutement de bénévoles. Chaque fois que je viens ici, je parle de recrutement. Maintenant, est-ce que ça donne quelque chose? Oui, ça donne quelque chose. Moi, je peux vous dire que depuis le printemps passé, aller jusqu'au mois de septembre, là, on va dire début octobre, une dizaine de nouveaux bénévoles. Bon, ils ont appris ça où? Ils ont appris ça spécialement, je dirais en gros, règle générale, ils ont écouté les télévisions communautaires. Ils ont appris ça là. Et le deuxième média qui revient, c'est le feuillet paroissial. Bon. Ça fait que c'est déjà très bon. Puis là, je me disais, est-ce qu'on va parler de recrutement à chaque fois? Oui, je vais parler de recrutement à chaque fois parce que ça donne des résultats.
Mais c'est merveilleux de Oui. savoir qu'il y a des gens... Fait que moi, j'invite les gens à ne pas se gêner. C'est pas épeurant de venir au centre d'action bénévole. Je dis non autant de fois que ça m'adonne, puis je dis oui autant de fois que ça m'adonne. C'est la grande liberté. D'accord. Ouais. Et puis peut-être rappeler le numéro de téléphone. J'imagine qu'on téléphone directement Oui, pour... oui. Mais les gens peuvent se rendre directement au centre d'action bénévole aussi. Ils peuvent nous appeler au 689-6023. On va se faire un plaisir de les accueillir. Puis on ne fait pas juste dire tu veux faire du bénévolat, voici ce que tu veux faire. On fait vraiment ce qu'on appelle une entrevue. On présente le personnel, on présente les lieux, on explique les services de long en large. Puis depuis 2-3 ans, Mirko, je pense que c'est au courant qu'on effectue ce qu'on appelle le filtrage des bénévoles. C'est-à-dire que chaque bénévole qui vient à la maison, même si je le connais très, très bien, doit aller à la Sûreté du Québec. Bien, c'est nous qui le faisons pour lui, là, pour le bénévole. On doit aller à la Sûreté du Québec pour s'assurer des antécédents, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Alors, c'est sûr que, règle générale, les gens, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire quand même. Puis c'est pour le respect et la sécurité aussi des personnes à qui on rend des services. C'est très bien. Puis tout le monde adhère à ça. Là, regarde, c'est pas... tout le monde adhère à ça. Il arrive que, exceptionnellement, la personne ne passe pas le test, mais... D'une manière ou d'une autre, ça garantit la sécurité Oui, des gens qui offrent le la service. sécurité, oui. Et ceux qui absolument. reçoivent aussi. Puis la réputation aussi d'un organisme comme le organisme Centre d'action en tant que bénévole, c'est pas peu dire. Là. Nouveau service, Carrefour d'information aux aînés. Mais nouveau service, on dit nouveau service, mais c'est en place. Oui, je pense que ça fait je dis 3 nouveau ans, service. ouais. Oui, ça va faire 2 ans, là, au mois de mars prochain. Oui. Je dis nouveau service parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant oui. que ce service-là existe, même si on fait de la propagande à ce niveau-là. C'est un nouveau service dans le sens que, comme je te dis, ça arrive à 2 ans qu'on l'a. Puis ce service-là, ça se veut... le but est de rejoindre les gens qui ont un peu de difficulté à recevoir des services au niveau gouvernemental. Bon, ce qu'on nous a dit à partir d'un petit sondage qu'on avait fait, c'est qu'on peut appeler au gouvernement. Je pense que tu as un peu d'expérience là-dedans, toi aussi. Des fois, on appelle, faites-le un, faites-le deux. Votre appel est important pour nous. Alors, souvent, des gens, un petit peu, disons... un petit peu en besoin d'aide là-dedans, vont appeler, vont faire la démarche parce que quelqu'un leur aura dit, je te donne un exemple, toi, tu as le droit au supplément de revenu garanti, un montant supérieur à ce que tu reçois actuellement. Ah oui, donc je m'informe. Mais avec le 1, puis le 2, puis le 3, bon, de toute façon, j'ai temps. J'ai toujours vécu avec ça. Quoi, mais, bon. Mais finalement, nous, on se rend à la maison et on ne fait pas le travail pour la personne. On va aider la personne à faire le téléphone et souvent, ce qu'on se rend compte, la personne avait peut-être droit à 40 $ de plus par mois. Mais quand on sort de la maison, on s'assure que la personne va être dorénavant capable de faire elle-même ce téléphone-là. Le but, c'est pas d'aller faire. Okay. Le but, c'est d'accompagner et de rendre responsable de façon à ce que quand je sorte, la personne me dise « Maintenant, je sais comment faire ». Développer l'autonomie, dans le Exactement. fond. Mais c'est merveilleux, un beau service. Oui, c'est un beau donc, service. Deuxième année, comment ça a été depuis? Beaucoup Ah oui? Merveilleux. Des fois, les gens appellent, ils vont appeler au CLSC, par exemple. Ils vont dire, bon, regarde, moi, j'aurais un formulaire de rente à remplir, puis je ne sais pas où m'informer. Au centre d'action bénévole, ils ont le service pour ça. Ah, ouais, je ne savais pas. Donc, c'est de plus en plus connu parce qu'il y a de plus en plus de publicité là-dessus. Et cette année, un événement que je dois le dire, là, ça doit être assez spécial de fêter ça, votre 30e anniversaire. 30 ans, là, comme on disait, lorsque ça a été fêté à TVCGR, 30 ans, ça se fête. Oui, 30 ans, ça se fête. On a fêté le 25e en très, très grande pompe. Je dirais que le 30e, on va le fêter en grande pompe. C'est pas en très, très grande pompe, mais ça va être en grande pompe, c'est sûr. C'est au mois d'avril 2015. 30 ans dans le milieu, Puis, il faut voir un petit peu, là, merci. Il faut voir un peu aussi l'évolution. Hein? On a commencé à 5-6 personnes, le même nombre qu'on est aujourd'hui, mais dans un petit bureau au CLSC qu'on nous prêtait gratuitement. Là, on a une grande maison, on a élargi les services, on est parti de 7-8 bénévoles par paroisse à 25-30 maintenant par paroisse. C'est sûr que ce qui fait le succès de ça, c'est sûr qu'il y avait une équipe en place, il y avait des leaders, mais n'eût été des bénévoles, des actions posées au fil des ans, c'est sûr qu'on ne sera pas là. Alors, plusieurs années que vous êtes dans l'équipe? Oui, 25. 25. Oui, un petit 25. Pas directement depuis le départ, mais un petit 25. Oui. Donc, 30 ans pour le centre et 25 pour vous? Oui. Ben, encore une fois, ça c'est bien, Ah, 25 ans. oui, 25 ans à servir le milieu, à travailler j'en avec suis cette très belle fier. équipe-là. Puis je peux dire de façon générale, très générale, je me lève le matin très heureux d'y aller. Bon, ben, parlez-moi de ça, un passionné. Ben oui, jusqu'à date.
Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de Oui, l'ensemble oui. des choses qu'on voulait discuter, mais la beauté de la chose, puis on va le répéter pour les gens à la maison, Oui. nous, on a l'habitude de se voir de façon régulière Oui. durant la saison, Oui. donc vous allez être appelés à revenir, ne serait-ce que pour parler d'un événement ponctuel Oui. ou simplement donner de l'information générale Exactement. aux besoins. Exactement. Et puis, on termine toujours habituellement en donnant les coordonnées de Oui. l'organisme. Alors, si les gens veulent nous rejoindre, à ce moment-là, ils ont juste à appeler au Centre d'action bénévole au 689-6023. Et je vous dis d'avance que vous êtes les bienvenus au Centre d'action bénévole. Si vous voulez faire le tour, savoir un petit peu de quoi ça retourne le Centre d'action bénévole, on va se faire un plaisir de vous accueillir. Alors, merci de votre visite à Merci l'émission. Mirko. Et au à la plaisir de prochaine. se revoir. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant à l'intérieur de notre section entrevue M. Serge Soucy, coordonnateur de la Fondation du C3S du Rocher-Percé. Bonsoir, M. Soucy. Bonsoir, Mirko. Ça va bien? Ça va très, très bien. Alors, une superbe de belle activité de financement qui va avoir lieu le 22 novembre prochain. On doit le dire, ça va être un événement assez spécial dans le sens où on va retrouver plusieurs activités à l'intérieur d'une seule activité et on va découvrir plusieurs produits du terroir, des produits régionaux. Tu as parfaitement raison, Mirko. C'est un événement là, qui se veut un événement festif puis aussi caritatif. Qui va nous permettre aux gens de découvrir la qualité des produits qu'on brasse chez nous ou qu'on produit chez nous. Que ce soit au niveau de nos bières, on est chanceux parce qu'on est une région là, très productive au niveau de la microbrasserie, qu'on parle de la Pie de Caribou que les gens connaissent très bien. La naufrageur dans le secteur de Carleton, Bonaventure. Et il y a aussi, au niveau de la bière, l'Abri de la Tempête, là, c'est un produit qui vient des îles de Madeleine. Puis se joindront à eux là, le fameux vin Alexina là, des fermes Bourdage. Oui, ça va être un 5 à 7, c'est une activité de financement, on le rappelle, et c'est ça qui est spécial. Hein? On va avoir dégustation de bière, de vin, de fromage et même de saucisses. Donc, ça va être vraiment une belle occasion pour découvrir les produits de chez nous. Hein? Ça va être un peu dans le style romain, le gargantuesque. Alexina, qui est ici, Mme Berthelot, s'est joint à nous parce qu'elle a une qualité au niveau de distribuer des produits de fine cuisine. Donc, les fromages, là, elle a fait une recherche assez exhaustive au niveau des fromages qui sont de la région. Malheureusement, on n'a pas une grosse inventaire au niveau des fromages. On a malheureusement seulement que le Natibo, qui est un fromage de chèvre là, qui est produit dans la région de Caplan. Et on a le pied de vent qui vient des îles de Madeleine qui vont entrer en dégustation. C'est un très, très bon fromage. Réputé, hein? Très réputé. Ça sent un peu les petits pieds, mais ça goûte très bon. Oui, ça goûte pas qu'est-ce que ça sent. Disons, quand on le transporte avec nous, quand on revient des îles de la Madeleine, des fois, on peut avoir des regards qui nous croisent parfois. Là, oui. Où on se demande quel genre de parfum on utilise. Puis là, ils ne nous demandent pas si on a visité une ferme dans les 10 derniers jours, parce qu'on sent la ferme avec le fromage. Mais c'est un très bon fromage. Oui. Et Mme Berthelot, des cuisines Alexina, a aussi fait des recherches au niveau d'un fromage, le fromage Alfred le Fermier. On a un fromage là, qui nous vient des Basques, c'est un cheddar vieilli de 5 ans. Et de plus, pour les gens, là, pour connaître ou se mettre un peu au parfum, il y a un bleu d'Isabelle là, qui est ce que Mme nous disait, Mme Berthelot, que c'était, si on voulait découvrir le bleu, le premier bleu à déguster pour affiner son palais. Bleu, moi. C'est un fromage qui est souvent plus goûteux. Ouais. Mais moi, j'adore, là, avec des petits biscuits. Là, ben, c'est ou ça. un Fait morceau que de pain frais, ce que Mme Berthelot des Cuisifines Alexina nous a dit, c'est que belle façon de s'initier. De s'initier là, au fromage bleu, c'est vraiment... on a une espèce de sentiment de répulsion à cause de l'odeur que ça dégage, mais ça, c'est vraiment vrai que le bleu ne goûte pas ce qu'il sent, c'est au contraire. Plus il est senteux, tout à fait. Les gens qui ont... Ça explose en bouche. C'est ça qu'ils nous disent. Et se joindra à ça Dominique Nicolas, qui est connu ici dans la région, les cuisines Dominique Nicolas, va nous apporter des saucisses, des charcuteries. Et du côté de Bonaventure, M. Camille Paquette, des cuisines Paquette,
va se joindre avec Dominique. Donc, on pourra comparer leurs produits lors de cet événement-là. Donc, ça va être une super belle occasion de découvrir les produits du terroir, aussi une belle occasion de pouvoir se rencontrer et puis échanger et discuter ensemble. Et tout ça dans le but d'encourager une cause très importante, celle de la Fondation de l'Hôpital, la Fondation du C3S du Rocher-Percé, qui fait vraiment la différence dans la Fondation. Elle a fait, nous pensons que dernièrement, l'annonce de notre nouveau tomodensitomètre, je l'ai bien dit, hein, oui, c'est bien. Et puis, sans la Fondation, on n'aurait pas été en mesure de pouvoir acquérir ce genre d'équipement-là. Et la mission se continue. Tu as parfaitement raison. Et c'est un peu comme ça qu'on chapeaute les projets qui nous sont amenés pour essayer de trouver des façons un peu plus ingénues au niveau de la sollicitation. Et cet événement-là, c'est un événement prestigieux puis nouveau. La Société des alcools s'est joint à nous pour nous fournir des produits de comparaison, parce que l'idée un peu, c'est ça, c'est vins de prestige, donc c'est des vins de très bonne qualité. Puis il y avait un ami commun que le docteur Soucy m'a permis de rejoindre, qui était un monsieur Rémi Lévesque, qui m'a fourni une liste là, de vins de très haute qualité à un prix assez raisonnable là, pour pouvoir l'offrir à ces gens-là. Donc, les gens vont pouvoir déguster des vins qui proviennent de la Société des alcools en comparaison avec ce qu'on fait chez nous. Et cette dégustation sera suivie d'une vente à l'encan? Oui. D'une magnifique œuvre d'art offerte gracieusement par des artistes locaux et régionaux. Oui. Le tout animé par Bill Sullivan. Bill Sullivan. Monsieur Sullivan, là, c'est une personne, c'est un bénévole de la région de Chigawake, Port-Daniel-Ouest. L'année passée, j'ai rencontré cette personne-là quand elle avait organisé un événement pour la Fondation. C'est ce qu'on appelle une espèce de pot en pot ou une espèce de brunch là, communautaire. Oui. Puis à la fin, ils vendaient les desserts, ces choses-là. Puis juste pour prouver son talent d'encanteur, j'étais rendu à 30$ pour une tarte au bleuet. Ça fait que c'est pour vous dire qu'il y a un talent inné là-dessus. Puis il a accepté d'animer ma vente en encan. Puis pour dire aux gens qu'est-ce qu'on a à offrir, on a dans cette vente à l'encan une œuvre qui nous a été offerte par M. Bernard Proulx, qui vient de la région. Les gens le connaissent bien. C'est un artiste, c'est un peu notre texte-corps à nous. C'est un chansonnier, animateur et tout ça, et qui s'est expatrié dans la région de Montréal. Et il m'a offert une belle œuvre là, qu'on va mettre à l'encan. Il y a aussi Céline Loisel, qui est une infirmière à la retraite là, qui travaillait dans le milieu du centre du CSS aux urgences. Elle s'est découvert un talent qu'elle pratique depuis quelques années, les vitraux. Donc, elle va nous offrir un original qu'on pourra mettre à l'encan. Et pour ceux qui connaissent l'équipe de snowboard là, qui est allée à Sochi aux derniers Olympiques, M. Robert Jonca nous a offert pour mettre à l'encan aussi un drapeau canadien autographié par toute l'équipe de snowboard là, qui est allée à Sochi, dont les 2 médaillés d'or là, de l'équipe. Donc, c'est des choses qu'on va offrir. Puis, il va y avoir aussi des prix de participation. Donc, c'est 75$ par personne. Ça va avoir lieu à la base plein air de Bellefeuille. Oui. Tout le monde connaît l'adresse, hein, 70 de la plage de Parboumil. Donc, un endroit là, où c'est toujours agréable de se rencontrer. Puis l'autre chose qui est à souligner aussi, Mirko, c'est qu'on va offrir, c'est sûr qu'il va y avoir l'alcool. L'alcool va être omniprésente là. Donc, on assure les gens qu'il va y avoir un service de raccompagnement. Donc, c'est un transporteur là, qui va s'offrir. Donc, il va y avoir deux autobus pour transporter les gens soit vers l'est ou l'ouest de notre territoire. Les gens, lorsqu'ils profiteront du service de raccompagnement, monteront dans l'autobus et le service de raccompagnement va suivre le cortège, en fin de compte, l'autobus, avec la voiture de la personne là, qui s'est assignée au raccompagnement. Puis
l'originalité de la chose, c'est on va faire un changement de place. Lorsqu'on va remettre les clés à la personne quand elle va être rendue chez elle, ben nous, on prendra sa place dans l'autobus. Ça fait que l'autobus va toujours être pleine dans un sens. Puis ça va permettre aussi de sécuriser les gens, là, parce que quand on participe à un événement comme celui-là, il ne faut pas avoir de malheureuses aventures à la fin de l'événement. Tout à fait. Et puis, ça permet de pouvoir déguster avec l'esprit tranquille. Hein? C'est Parce que ça va vite. Hein? Du vin, là, c'est pas du 2 hein? Non, c'est ça. Puis, c'est entre 13 et 15 puis, vin de fraise, de la femme bourdage un peu plus, là, qui est très bon en passant. Oui, puis monsieur Poirier là, de la ferme Bourdage, M. Pierre, de la ferme Bourdage, nous a garanti, c'est sûr que la qualité est toujours là, mais c'est des produits là, de haut de gamme parce qu'on va avoir des digestifs et des apéritifs, puis on va avoir son fameux vin Julia là, qui est comme une entrée. Eh bien, pour l'ensemble de la population, ça va être une superbe belle occasion de découvrir les produits du terroir et d'autant plus que ça va permettre d'encourager une cause importante, donc d'encourager la Fondation de l'hôpital et ça permet à la Fondation d'atteindre ses objectifs financiers. Tu as parfaitement raison et je veux rappeler aux gens s'ils veulent assister à l'événement, c'est de communiquer directement à la Fondation du CSS, à nos bureaux. Au numéro de téléphone 418-689-2261. Puis nos partenaires ont des billets. Je sais qu'on a des billets chez Alexina, puis on a des billets aussi chez M. Nicolas. Et pour le reste, bien, c'est de toujours communiquer avec nous. C'est une belle activité. Puis si plus les gens vont nous encourager, bien, c'est sûr que si l'activité est un succès espéré, bien, nous allons répéter d'année en année cet événement-là, qui va devenir un événement annuel. Donc, ça fait à peu près le tour au niveau de la promotion de l'activité. On parlait en préparation d'entrevue que M. Berger devait être présent. Oui, mais malheureusement, M. Berger, qui est notre président du conseil d'administration, s'excuse auprès de la population. Il voulait venir nous parler des activités de la Fondation et surtout chapeauter cet événement-là. Mais ça n'est que partie remise pour rencontrer M. Berger. Hein? Oui, c'est sûr. On va se rencontrer dans un moyen terme. Oui. On va naturellement continuer à parler de la mission de la Fondation. C'est en plein ça. Et puis, il vous remercie de l'invitation. Puis, il mentionne qu'il se fera un plaisir de dévoiler les événements futurs de la Fondation et surtout les objectifs à atteindre pour la prochaine campagne. On est déjà en préparation pour la campagne 2014-2015. Donc, M. Soucy, ça sera à ce moment-là un plaisir de se revoir un peu plus tard dans la saison. Je vous remercie beaucoup et j'invite tous les gens à communiquer avec nous pour avoir accès à nos billets. Donc, on communique à la Fondation du CSS du Rocher-Percé au 418-689-2261. 21,96. Le coût des billets est de 75 $ par personne, mais on remet un reçu pour fin d'impôt de 40 $. Merci. Merci, Mirko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Jossel Cauvier. Tout d'abord, bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors aujourd'hui, à notre capsule divertissement, on va parler de art insolite. C'est bien ça? Effectivement, au cours de mes recherches sur Internet, parfois je tombe sur des œuvres d'art et c'est assez impressionnant. Tu te dis, mon Dieu, il y a les formes d'art les plus courantes, la peinture, etc. Mais il y a des artistes qui innovent par leur originalité. Puis je pense que ça vaut la peine de montrer ce qu'ils font. Alors, installez-vous confortablement dans votre salon parce que je vous le dis tout de suite, les images vont être très spéciales à voir. Alors, on débute tout de suite? Oui, on débute avec une artiste française, Anastasia Eliash. Donc, c'est une illustratrice. Elle utilise des papiers de toilette, des rouleaux de papier de toilette. C'est assez original. Et aussi du carton qu'elle va insérer dans les rouleaux de la même couleur que le rouleau et ça donne ces œuvres incroyables. C'est de toute beauté. Évidemment, elle utilise beaucoup les jeux d'ombre et de lumière pour donner un résultat assez saisissant. Donc, c'est très impressionnant là, comme artiste. C'est le genre de forme d'art que, honnêtement, je ne savais pas qu'il existait. C'est en faisant des recherches sur Internet que tu tombes sur des choses comme ça.
Et vraiment bravo, là, parce que je pense que ça prend toute une patience. Elle utilise seulement des ciseaux, des stylets, un peu de colle. C'est très élémentaire là, comme moyen pour faire ça. Là. Puis il est vrai de dire que dans ses œuvres, l'éclairage joue pour beaucoup. Hein? Exactement, donc c'est l'éclairage qui fait tout. Et bravo, moi ça m'a beaucoup impressionné. C'est à la fois simple et très impressionnant. Et je vais même jusqu'à dire inspirant. Inspirant, voilà. Pour les petits travaux d'art plastique au niveau du primaire Oui, ou même vrai. du secondaire. Hein? C'est vrai, c'est quelque chose, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut le dire, la matière première n'est pas nécessairement difficile à trouver. Hein? Tout le monde en a. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Ensuite, deuxième artiste, là, c'est beaucoup plus difficile à faire. C'est vraiment très impressionnant. Lui, il fait des sculptures sur des trous d'aiguilles. Vous voyez la taille, là, on voit une mouche, c'est à l'échelle. Là. Et il travaille comme ça dans un microscope. Lui, il a commencé très jeune. Pourquoi? Il souffrait de dyslexie, il se faisait beaucoup humilier à l'école. Il s'est beaucoup refermé sur lui-même. Puis il a décidé de faire des œuvres d'art que personne ne pourrait voir pour pas que personne le critique. Donc c'est comme ça que c'est né. Et ça m'a fait rire parce que lui, il a commencé à faire des maisons pour les fourmis à 5 ans. Et après ça, comme deuxième étape, il a fait des chapeaux et des souliers aux fourmis. Bon. Donc, c'est vraiment un artiste, je pense qu'il a un talent inné pour ces choses-là. Ça prend à peu près 8 semaines à faire une œuvre, donc c'est fait avec un microscope. Là, on voit l'intérieur du chat d'une aiguille, c'est bien Exactement, ça? exactement. Donc, pour vous donner une idée, là, c'est incroyable. Puis lui, il utilise des lames chirurgicales, il va des morceaux de diamant qu'il va coller à une punaise, donc il fait ses propres outils. Les matières qu'il utilise, ça va être du nylon, des grains de sable, poussière de fibres, de l'or, des toiles d'araignée. Et il peint avec un poil de mouche décédé. Il spécifie que la mouche, il ne l'a pas tuée pour peindre ses œuvres. Comment il fait? C'est qu'il entre dans un état méditatif et il est capable de ralentir son rythme cardiaque. Et il sculpte entre chaque battement. Incroyable. Et il ne peut même pas faire ça le soir parce que le bruit, les vibrations des voitures qui passent, c'est assez pour le faire bouger. Donc, on doit le dire, il maîtrise parfaitement son art. Hein? Exactement. Pour en arriver à des œuvres telles que celle qu'on vient de voir. Là. C'est quelque chose, je vous dirais, je ne pense pas qu'on pourrait reproduire à la maison. Là. Ça, assez inédit. Là. C'est un artiste qui a développé vraiment une forme d'art unique et je pense que c'est vraiment l'expert en la matière dans le monde. En tout cas, des images très impressionnantes. Oui. Ensuite, on continue avec une artiste de l'Ukraine, Elena Zuravskaya. Elle travaille avec des os de poisson. Donc, elle est architecte de profession. C'est seulement un amusement pour elle. Elle ne vend même pas ses œuvres, c'est juste pour le plaisir. Donc, elle utilise les os, les écailles et les yeux de poisson sur des canevas de velours noir. Donc, on voit le contraste. Ça prend entre une nuit et 1 an pour faire une œuvre. Et elle utilise des petits marteaux, un coupe-ongle, des ciseaux, des cure-dents, des brosses pour la poussière. Puis ce qu'elle fait, c'est que les os, d'abord, elle les fait bouillir, puis elle les peint avec du vernis à ongles. Donc, c'est très simple comme matière première, mais imaginez la patience. Incroyable. De faire quelque chose comme ça, et elle part de rien, finalement. Et de 1 nuit à 1 an pour compléter une œuvre, là, c'est quand même, ça prend de la patience et... C'est incroyable. Une passion, hein, une passion. Oui, et il y a une grande créativité parce qu'elle part de rien. C'est vraiment beau, ça. Oui, ce qui m'impressionne, c'est que c'est tellement simple. La beauté est dans la simplicité, oui. Seulement les lignes, les traits, en tout cas, c'est magnifique. Là. Avec des os de poisson. Oui, des os, des yeux de poisson et des écailles. C'est très petit, là, donc ça n'en prend. Il faut avoir quand même une vision d'ensemble lorsqu'on récolte les différents os. Là. Exactement, pour savoir où tu t'en vas. On a de la misère à faire des casse-têtes. Ben oui, puis toute la préparation de la matière première à ce moment-là. Encore une fois, un artiste assez spécial. Bravo, je lève mon chapeau. Et je termine avec un artiste de l'Équateur qui fait des dessins, donc Javier Pérez. Il utilise des objets du quotidien. Et ensuite, il met ça sur Internet, sur Instagram. Ça prend à peu près 30 minutes à faire une œuvre. Il dessine autour de l'objet. Ouais. Et c'est très simple. C'est juste qu'il faut avoir l'idée pour le faire. Fallait penser. Fallait penser. Et... Là, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Tu disais combien de temps? 30 minutes 30 pour minutes. Faire. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça frappe. L'œuvre, elle peut être très simple. Là. Ben oui. Mais c'est l'idée qu'il y a derrière ça. Et lui, il a vraiment fait naître un mouvement à travers le monde. Donc, il y a des pages Facebook de gens qui font des œuvres comme lui, qui prennent des objets. Donc, ça aussi, c'est à la portée de tout le monde. Donc, il y a des gens qui font des compétitions d'œuvres avec des biscuits, avec n'importe quoi.
et qui s'inspire de ce créateur-là. Donc, il a vraiment mis au monde un mouvement, puis je trouve ça vraiment le fun. Peut-être nous rappeler la forme d'art, comment il a appelé ça déjà? Lui, il appelle ça, c'est un dessinateur. Donc, c'est des dessins tirés d'objets du quotidien. C'est comme ça qu'il décrit ses œuvres. Ah ben, et c'est original. C'est ça. Il prend l'objet et il dit que l'idée lui vient assez rapidement. Ben, à tel point qu'il faut que je regarde pendant un certain temps pour me... Comme la trombone, il a fallu que je regarde pendant un moment pour comprendre. Ah, ben, elle est là, la trombone. Dans certaines œuvres, là, ça se fond tellement bien que tu oublies que c'est un objet du quotidien. Donc, il y a toutes sortes de formes d'art. On le découvre très bien dans la capsule de cette semaine. Puis ça peut faire naître des passions. Comme vous voyez, oui, il y a des œuvres qui demandent des années et des années d'expérience, mais il y en a d'autres que vous pouvez commencer tantôt chez vous. Je pense que moi, je trouve ça inspirant. Ça donne envie d'en faire. Justement, j'ai comme l'impression que ça va peut-être être le sujet d'une autre capsule dans un court moyen terme. Il doit y avoir pas mal de potentiel sur le net, sur ce genre d'œuvres-là, j'imagine. Et oui, il a fallu que je fasse un tri parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres insolites. Puis là, j'ai dit, je vais commencer par ces artistes-là, mais vous allez en voir d'autres. Donc, ça va être à suivre sur les ondes de TVCGR. Donc, ça conclut la capsule pour cette semaine. Oui. Ça a été un véritable plaisir encore une fois cette semaine. Et le plaisir de la chose, c'est que ça revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur notre page Facebook Télévision communautaire de Grande-Rivière. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Alors, c'est tout pour cette semaine. On se laisse sur la bande-annonce du documentaire « À l'ombre du rocher ». Arrivé, gars! Détention passée, bonjour. Ça fait longtemps qu'il y a un centre de détention ici? Oh, depuis tout le temps. Un délinquant sexuel qui purge une sentence à Percé, il est en prison. En fait, ça s'adresse aux auteurs d'agressions sexuelles. On n'a pas trouvé son pendant ailleurs, ni au Québec, ni en Amérique du Nord, ni dans d'autres pays. Ils ont dit que c'était une prison pour nous aider. Donc ici, en fait, on essaie d'avoir un climat propice au traitement. C'est une thérapie qui parle beaucoup de notre passé, de nos événements marquants. On fait le tour de nos sentiments, de nos émotions. On voit nos comportements. On met le doigt là, sur notre responsabilité face à nos gestes qu'on a commis. Et le but ultime, c'est de prévenir, c'est de réduire le nombre de victimes. Si ça peut empêcher un abus, ça ferait... C'est ça le but de mon travail. Un projet très branché humain. C'est un projet de société. Tous les gens qui font des agressions sexuelles devraient passer une mois en prison ou vivre direct ça. C'est la plus belle affaire qui peut pas nous arriver dans leur vie si ça en est ça. Voilà.